Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire sur Radio Occitanie et aujourd'hui je suis accompagné de Joé qui nous a un invité exceptionnel. Oui. Joé. Oh là, Ah ouais, oui, c'est un invité exceptionnel que j'admire énormément et que j'ai découvert il y a peu de temps. Docteur Mouli, enchanté, tellement content de vous recevoir à Radio Occitania parce que vous menez un combat pour nous. Et alors, je dois dire que venant d'un homme, je trouve que c'est encore plus puissant que si ça venait d'une femme. Alors après, quand on lit, je vais vous laisser vous présenter, mais j'ai quand même quelque chose à dire, c'est que quand on lit votre livre, vous remerciez votre femme, vous avez 2 filles, un fils, 10 petits-enfants, donc vous êtes quand même très entouré de femmes. Donc je pense que le problème a été encore plus... vous encore plus générationnel. sensibilisé. Voilà. Et je dis merci que vous soyez un homme, parce que ça veut dire que les femmes qui veulent, si là, un homme qui s'occupe de nous, de notre bien-être, chapeau bas. Donc maintenant, après cet hommage, cher docteur, je vous laisse vous présenter. Alors d'abord, bonjour Joé. Joé. Et Yes. moi, j'ai appris aussi à vous connaître et on m'a vivement recommandé d'aller vous voir. Donc on Eh s'est oui, rencontrés il y a très peu de temps et exact. Et c'est très j'étais bien. très touchée parce que Et vous allez merci dire par qui? Alexandre de nous avoir d'abord de m'écouter et de m'avoir sauvé sur le plan numérique informatique parce que je suis très bon au bloc opératoire. J'allais le Alors sur dire. ça, c'est zéro. Et effectivement, je suis là pour parler des générations actuelles, mais surtout des générations futures. Oui, oui, oui. Alors, j'ai lu donc ce livre qui m'a passionnée. J'ai fait un post là-dessus. Regardez tous les post-it que j'ai. Donc, j'ai fait une synthèse parce que sinon, j'ai dit hier dans mon direct que j'ai improvisé. Sinon, je vous kidnappe ou je m'installe chez vous pour vous poser toutes les questions. Mais je viens souvent en Occitanie parce que j'ai un fils qui est à Nîmes. Ah oui, c'est un petit peu loin de Toulouse quand même, C'est hein. un petit peu loin, mais c'est pas grave. C'est Mais par chez après, moi. si vous, enfin, si vous revenez par là, ça pourrait être intéressant de faire une émission en direct, enfin, dans les studios de la radio directement. Mais c'est un sujet méconnu. Déjà, vous n'avez pas dit ce que vous faisiez. Alors, effectivement, donc je suis gynécologue d'abord, chirurgien et cancérologue. Et j'ai eu l'opportunité, mais surtout le mérite, d'être parmi les meilleurs, d'être dans les meilleurs services de France, puisque j'ai travaillé 15 ans à l'Institut Gustave Roussy, qui est le plus grand centre européen du cancer. Et donc, je me suis occupé de tous les cancers, mais plus particulièrement, puisque je me suis orienté vers le cancer des femmes et l'approche, c'est ce qui était important, et de comprendre. Et j'étais aussi dans le plus grand service d'infertilité et de pathologies endométriose et autres, qui était l'hôpital Cochin. Et j'ai eu la chance d'être auprès de maîtres et de gens qui m'ont transmis. Et pour moi, la transmission, c'est important. Donc je suis là, on m'a transmis et je veux transmettre. C'est très bien. Et moi, j'ai toujours dit, quand j'ai créé ce compte bien avant le Covid, tout le monde m'a rayonné, la cinquantaine et alors. Et ce pseudo, c'était parce que justement, j'avais trouvé qu'à partir du moment où j'étais ménopausée, je n'existais plus au regard de la société. Alors moi qui étais principalement mannequin, avec d'autres activités commerciales, etc., puisque j'étais intermittente, comme par hasard, en étant ménopausée à 48 ans, ma carrière de mannequin s'est arrêtée. Et dans le monde du travail, et c'est extrêmement difficile de retrouver du travail. Parce que dès qu'on ne peut plus, nous les femmes, reproduire, eh bien, on n'existe plus. Et au-delà de ça, le principal, c'est la souffrance qu'engendre la ménopause. Et alors, tout le monde s'en fout, à part vous. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu, bah oui, c'est la vieillerie, bah qu'est-ce que tu veux, on est vieille maintenant. C'est terrible. Et j'ai eu une gynécologue qui est partie à la retraite depuis extrêmement longtemps, qui m'avait, elle, dit, on est ménopausée jusqu'à la fin de sa vie. Chose que hier encore dans mon peu de femmes le savent. Elles sont persuadées que ça dure parce qu'on n'a pas d'infos en fait. Et là, vous les donnez ces infos. Ça, c'est ma Bible. Je vais la brandir au nez de ma gynéco. Là, je vais lui coller, je vais lui lire des passages puisqu'elle ne veut plus me prescrire mon traitement. Donc, en octobre à mon rendez-vous, je viens avec ça. Et oui, en octobre. J'ai pris le rendez-vous il y a 2 jours. Ah oui. Et encore, c'est même pas le temps d'une grossesse. D'habitude, c'est 9 mois. Donc déjà, on n'a pas d'infos. Donc moi, ma vieille gynéco m'avait dit, mais le traitement, s'il vous va, vous le prenez jusqu'à la fin de votre vie. Et sous la pression de ma jeune gynéco, eh bien, je l'ai arrêté de ce décembre au mois d'avril. Et j'ai juste vécu un enfer.
Mais quand je dis un enfer, c'est-à-dire que je comprends qu'il y ait des couples qui divorcent à la cinquantaine. Parce que on dort 4 heures par nuit. Mais vraiment, quand je dis 4 heures, c'est 4 heures. C'était sans arrêt, j'ai chaud, j'ai froid. J'étais en mode, j'ai envie de mordre. J'étais épuisée, j'étais obligée d'annuler mes rendez-vous. Je me suis fait violence pour aller au sport. Je mangeais toute la journée. J'ai vécu un enfer pendant 4 mois. Et mi-avril, j'ai eu la chance d'aller voir un rhumatologue pour un problème de genou, parce que je fais beaucoup de sport. Et je lui en ai parlé. Je sais pas pourquoi j'en parle au rhumato de la ménopause. Et il m'explique, comme vous, qu'il y a une fenêtre. Et il me dit, mais ça protège de l'ostéoporose, ça protège, voilà. Et je lui dis, mais écoutez, moi j'ai contacté, alors on ne s'était pas encore parlé, le docteur Mouly, qui est pour le traitement THM, et il m'a dit, moi aussi. Donc, il doit avoir à peu près votre âge. Et là, en parlant sur mon compte, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, c'est quoi le THM? Mais c'est à quel point on n'est pas informé. C'est effrayant. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est la phrase que vous dites, la femme est l'horloge de la vie. Déjà. Effectivement. C'est une des phrases qui m'a été donnée un jour par une de mes patientes parce que je lui avais sauvé la vie et elle avait fait un tableau et elle m'avait dit, regardez, docteur Mouly, autour de votre visage que je vous ai brossé en l'espace de 2 jours puisqu'elle était opérée et elle avait fait des petites horloges. Ah, je lui ai dit, ah oui, c'est beau. Elle me dit, retournez le tableau. Je retourne le tableau. Elle me marque la femme et l'horloge de la vie et en dessous, elle avait marqué l'horloger en Waouh. me désignant. Donc ce tableau est dans mon... J'ai toujours une petite émotion quand j'en parle parce que pour moi, c'est quelque chose qui a eu une grande valeur aussi dans ma vie. Ça, il y a plus de 20 ans. Et j'ai effectivement, moi, de toute façon, une mère, on ne pourra jamais remplacer une femme, on ne pourra jamais remplacer une mère. Elle a une valeur dans l'évolution de la société énorme, mais elle n'a pas sa place. Et maintenant qu'on est un petit peu dans une certaine tranquillité, enfin, certaines, j'ai bien dit, hein, parce qu'avant, on avait des guerres tous les 25 ans, on partait à la guerre, on ne revenait pas, on ne se Ouais. posait pas la question de savoir qui était le plus fort, qui était le moins fort, est-ce qu'il y avait une supériorité. Bon, et là, maintenant, la femme est là, elle a sa place, et il ne faut pas l'oublier. C'est vrai, vous avez beaucoup d'amour pour les femmes, beaucoup de respect, ça se ressent dans votre livre, je l'ai ressenti. Vous donnez les prénoms des patientes, vous expliquez dans quel état elles sont arrivées, le cheminement. Hier, dans mon direct, qui était donc improvisé, il y a des femmes qui m'ont dit, ah, mais c'est mon docteur, le docteur Mouly, je l'adore. Donc vous êtes, on sent vraiment que vous avez envie de vous occuper de ça quand on sait que une femme sur 3 ménopausée sera touchée par l'ostéoporose, 30% en dépression, risque de diabète, de cancer, de problèmes bucco-dentaires et autres. Waouh! Et on nous refuse le THM. Et effectivement, vous parlez d'un péril sanitaire, mais ça se comprend. Tout à l'heure, vous avez parlé un homme. Il faut savoir que au départ, ce sont les hommes qui se sont intéressés. Alors, il faut savoir que c'était les hommes qui étaient plutôt médecins et les femmes, on leur donnait pas cette possibilité. Et donc maintenant, les femmes ont acquéri une certaine activité médicale et c'est très bien parce qu'au moins. Mais ce qui me surprend toujours, c'est qu'avec cette grande, comment dire, proportion de femmes qui sont gynécologues et autres, ben, on a toujours encore à moins de 4%, 5% de femmes qui sont traitées et qu'il n'y a pas comment dire, compréhension, cette bienveillance en se disant mais on va être atteint de ça, on va une sorte de confrérie et non pas du tout. Les femmes, je suis étonné de cette absence de prise en charge. Et il faut savoir que les premières personnes qui se sont occupées de la ménopause, ce sont des hommes. Parce qu'effectivement, c'était les médecins au départ. Souvent, les médecins étaient des hommes. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes. Donc, je ne suis pas le seul. Et c'est vrai que pour moi, c'est important. Il faut savoir que 50% de notre univers est composé de femmes, qu'on les a complètement négligées, on les a mis sur le côté. Maintenant, elles ont une présence dans la société, dans l'activité professionnelle, mais toujours pas aussi bien reconnues comme il faudrait. Oui, c'est vrai. Et on sent vraiment que vous aimez les femmes parce que à un moment donné, vous écrivez, à un moment de sa vie, la femme devra tourner la page de sa fertilité, mais pas celle de sa féminité,
ni de sa sexualité. Et ça, j'adore parce que moi, j'ai toujours dit, et je mets ça, souvent ça revient comme un leitmotiv, ma phrase c'est vieillir, mais ne pas devenir vieille. Voilà, Oui, on peut aussi dire prendre de l'âge sans vieillir, parce que c'est un peu c'est une vrai. certaine. C'est notre rôle de médecin d'éviter que la femme rentre dans le mot vieillissement. Elle y sera un jour, mais le plus tard possible. Il faut savoir qu'à 50 ans, avant, les femmes étaient, on les considérait comme vieilles, alors que Oui, bien maintenant, sûr. pour moi, une femme de 50 ans est jeune. Et elle a un avenir à 60, 70, 80, 85, avec les moyens actuels, hein, avec les Voilà. connaissances actuelles, avec les plus d'informations qu'on a maintenant. Je considère qu'une femme à 80 ans, dans, dans quelques moins d'une décennie, sera jeune encore. Oui, oui, mais une femme sera jeune si elle est prise en charge avec ce traitement. Mais effrénée. Non, 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 mais mais j'ai c'est pas ça. compris. Mais elle sera en forme. Ce que je veux dire, elle sera bien. Elle n'aura pas les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, la prise de poids, la dépression. Toutes ces choses-là, on peut les éviter. Oui, alors que c'est terrible parce qu'on nous a rentré dans la tête que c'était une fatalité. On nous a toutes rentré dans la tête qu'à la ménopause, nous allions devenir entre l'hippopotame et la vache à lait, qu'on allait avoir des bouffées de chaleur, que ça allait mal se passer, que nos bonhommes allaient se tailler avec des plus jeunes parce qu'on servait plus à rien. On nous a quand même bien ancré ça. Non, mais c'est quand même la vérité. Parce que cette ménopause, elle a, pardon de vous couper, elle a un impact sur le couple. Totalement. Et moi, je considère effectivement, parce que la transition, l'homme à 50 ans, on dit, oh ouais, il a de la chance, il est en pleine forme, mais lui, il n'a pas encore atteint son obsolescence hormonale. C'est-à-dire, sa testostérone est encore à un certain niveau et il va l'avoir jusqu'à un certain temps. Malheureusement, bon, on a compris que la femme, vers 50, 51 ans, elle n'avait plus ses œstrogènes, cette hormone qui va lui permettre d'être bien. Donc, il y a un décalage qui se passe. Et ce décalage, si la femme ne veut pas s'en occuper, ne veut pas, comment dire, le combler, hein, c'est comme si elle avait un problème de thyroïde, elle dit, bah, non, je ne veux pas prendre d'hormones thyroïdiennes. Ou alors, j'ai un diabète, je ne veux pas prendre d'insuline. Non, la femme a une carence en œstrogènes. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, dans tout votre corps, vous avez des récepteurs aux œstrogènes, même dans les dents. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous ces organes sont dépendants. C'est comme si c'était une fleur qu'on arrêtait d'arroser. Alors, ça va dépendre de quel type de fleur et sur quel terrain elle est. Mais à un moment, elle va s'assécher. Alors, si c'est ce qu'on appelle, comme au Japon, le konenki, c'est-à-dire le second printemps, où les femmes se flétrissent, parce qu'on le voit, et comme vous l'avez largement utilisé, le mot fatalité, on peut aller contre cette fatalité. Et donc, on peut aller contre cette fatalité avec le THM. Avec le THM, pour celles qui peuvent le prendre, et moi, je suis un des partisans de prendre un THM, puisque vous avez vu, pour moi, à peu près entre 70 et 80% des femmes devraient le prendre. Et il faut savoir qu'on va l'élargir, puisque certaines femmes maintenant, même qui ont eu un cancer du sein, c'est ce que je dis, et on va Voilà, question que il y a beaucoup de femmes qui m'ont posée. prendre un traitement hormonal de la ménopause quand elles sont avec des maladies de bon pronostic. Et ça, il a fallu que des gynécologues et cancérologues puissent intervenir dans le milieu de la cancérologie où on était uniquement cancérologue sans être gynécologue, et on puisse dire, mais attendez, faites une balance bénéfice-risque. Est-ce qu'on a vraiment le risque d'aggraver la maladie ou le fait de rien donner, ça aggrave plus la maladie? Oui, moi je pense, enfin, vous savez mieux que quiconque, mais le problème aujourd'hui, c'est arriver à faire évoluer ces mentalités. Vous parlez de créer un collège, un nouveau cours, parcours de santé humaine. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. J'en ai parlé la première fois sur Europe 1 en 2002, après la sortie de mon livre. On m'a rigolé un petit peu au nez. J'ai dit, moi, je voudrais qu'on ait cette information. Parce que nous, vous et moi, Joël, on est Oui. en train de travailler pour les femmes actuelles, mais aussi pour les générations qui vont venir. Tout à fait. Moi, j'ai une fille de 30 ans. On travaille pour la planète, on travaille pour les futures générations. Et Mm. donc, il faut qu'on les informe et il faut qu'on les forme. Et donc, à l'école, on peut leur apprendre ce que c'est ce qu'on appelle le parcours de santé humaine. Je disais sur un plateau, j'ai dit un jour, oh, moi, je m'en fous, c'est bien beau d'apprendre comment se reproduisent les plantes ou alors comment évoluent les grenouilles. Si déjà on apprenait à savoir comment évoluer et quelles allaient être les étapes de la vie C'est de vrai. l'homme et de la femme. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du couple, mais c'est important que l'homme et la femme et l'homme soient informés. Oui,
Oui, oui, j'ai des femmes qui ont commenté hier. Il y en a une qui a dit, mais moi, je vais acheter le livre du docteur Mouly à mon mari. Mais oui, je dis, ça concerne vos bonhommes ou votre femme, si vous êtes en couple gay. Enfin, voilà, ça concerne le couple. Le couple, c'est une équipe, ça fonctionne à deux. Donc, c'est un problème à prendre au sérieux. Quand on sait que 7 femmes sur 10 ont des bouffées de chaleur, et vous dites que tous les symptômes de la ménopause doivent être pris au sérieux. Et c'est vrai que moi, j'entends des femmes autour de moi qui me disent, oh, écoute, c'est pas grave, moi, j'ai juste des bouffées de chaleur. Joël, ce n'est pas que les femmes qui le disent. Vous avez des médecins qui disent, mais non, vous n'allez pas vous traiter pour des bouffées de chaleur. Ou alors, Ah vous ouf, dormez ah ouais. mal et c'est pas grave, ça va passer. Et vous n'allez pas prendre un traitement. Ah, puis si vous prenez un traitement, vous allez prendre, allez, 2 ans. Et qu'est-ce qu'on fait après? Il ne faut pas oublier que cette période de la vie de la femme va durer 35, voire 40 ans. Donc, déjà, les médecins eux-mêmes n'informent pas leurs patientes. Mais parce Alors, on que va me dire, pourquoi? qu'est-ce que qu'est-ce que tu as Pourquoi? à taper contre les médecins? Je ne tape pas contre les médecins. Moi, je tape sur les personnes qui les ont informés ou désinformés. Voilà. Désinformé, je dirais. Et pourquoi? Parce que vous m'avez clairement expliqué que dans tout votre cursus de médecine, et Dieu sait s'il est long, vous avez 20 minutes consacrées à la ménopause. Sur un cursus qui est quoi, entre 12 et 15 ans? Oui, dans ce fameux livre que j'ai fait, le deuxième, je fais témoigner mon frère, qui est médecin généraliste, un excellent J'ai lu. médecin généraliste, Ouais. et qui lui-même a nié pendant 25 ans l'utilité du traitement hormonal de la ménopause, et il me traitait même presque de mauvaise personne. Et en fin de compte, 25 ans après, il s'est rendu compte, parce qu'il a vieilli avec ses patients, ce qui se passait. Ouais. Et effectivement, votre question, c'était, parce que parfois ça m'arrive de parler trop. Non, mais moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Tous les symptômes de la ménopause doivent être pris au sérieux. Parce que les médecins eux-mêmes disent c'est pas grave, ça va passer. Et donc, alors, les médecins ont malheureusement été depuis 2002, depuis cette fameuse étude américaine qui a entraîné un tsunami et qui a fait qu'on est passé de près de 30% de femmes traitées, et on était dans une évolution positive, à moins de 4%, voire 3% de femmes. On est actuellement dans une remontée. Heureusement qu'il y a des médecins, un peu comme moi, heureusement qu'il y a des femmes comme vous qui créent cette information et qui allaient la chercher. Parce que les médecins, malheureusement, on ne leur donne pas. C'est dans les études de médecine, comme je le dis, il y a une thèse de médecine qui a été faite en 2022-2023, où les jeunes étudiants, on leur a appris au cours d'une séance de gynécologie en 20 minutes ce que c'était la ménopause. C'est magique. 20 minutes, c'est... Vous imaginez? Ouais. 20 minutes. Et quand vous savez que la moitié, mon frère me disait par exemple que 60 à 65% des consultations de médecine qu'il a en médecine générale, c'est des femmes. C'est ce que j'allais dire, à croire qu'ils ne traitent que les hommes. Voilà, et il me dit, et on nous apprend en médecine la pathologie de l'homme, un peu la pathologie mixte et la pédiatrie. Mais la pathologie spécifique à la femme, c'est rien. Alors qu'on sera toutes ménopausées, 100% des femmes, donc un jour, hein, donc Et que vous représentez 50% de la planète, voire plus c'est peut-être ça. maintenant. C'est ça. Et alors vous dites 10 à 20% disent ne pas en souffrir donc de la ménopause, mais en creusant, on découvre des inconforts, sécheresse vaginale, etc. Oui, c'est vrai. Alors effectivement, parce que vous savez, moi je coach des femmes qui rentrent, je parle beaucoup de sexualité aussi dans mon Instagram, et il y en a en fait qui m'expliquent qu'elles n'ont pas eu de relation depuis longtemps, ou que leur bonhomme il se passe plus rien, mais qu'elles aiment ou qu'elles restent, ou qu'elles aimeraient mais qu'elles ont mal pendant les rapports. Donc effectivement, vous parlez de celles-là qui ont personne dans leur vie depuis tellement d'années qu'elles oublient. Donc effectivement, elles font abstraction de ça. Mais elles sont ménopausées, mais elles ont des souffrances. Et puis le problème, c'est que après, on apprend à vivre avec ces douleurs. Exactement, on s'habitue et on s'en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, une fatalité. C'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Si on peut faire autrement. Et il faut savoir que ces 10 à 20% de femmes qui sont, alors ce n'est pas la masse, hein, puisque 80 à 90% des femmes ne sont pas comme elles. Et elles n'ont pas bénéficié du fait d'être grandes, d'avoir une hérédité, ce qu'on appelle la génétique. Il faut savoir que la génétique intervient beaucoup, mais ce qui survient surtout, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui est environnement et tout ce qui s'est créé. Donc, on ne peut pas généraliser quelques femmes pour la masse. Et moi, quand je vois des femmes qui me disent, mais non, docteur, je ne souffre de rien, je n'ai rien. Et vous les voyez 10 ans après avec une ostéoporose, ou vous les voyez sans rapport sexuel, ou vous les voyez avec un diabète, et vous les voyez avec une dépression. Et ils disent, mais oh là là, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Vous m'aviez averti.
Mais alors, vous avez parlé d'une fenêtre, c'est-à-dire que ce traitement, parce que moi, il y en a qui ont hâte de voir la diffusion de l'émission, hein, je vous le dis, elles m'ont demandé, ce traitement, il y a une fenêtre pour le prendre. Parce qu'on peut pas, par exemple, si ça fait 10 ans qu'on est ménopausé, décider de prendre le THM. Alors, ça, c'est ce qui est venu, heureusement, de cette étude américaine. L'étude américaine qui était une... Alors, je voudrais quand même vous placer cette étude américaine. C'est une étude qui a été faite par un laboratoire qui s'appelle Wyeth, qui n'a pas été sponsorisé, mais financé par un laboratoire américain qui voulait envahir le monde avec des hormones qui dérivaient du cheval, les œstrogènes de cheval, et des progestatifs de synthèse. Donc, ils avaient les deux produits, ils les ont mélangés dans un comprimé, enfin, ils les associaient, et ils ont voulu envahir le monde. Manque de peau, ils n'avaient pas choisi le bon médicament, ils n'avaient pas choisi les bonnes personnes, puisqu'ils avaient donné ça à des femmes d'en moyenne 63 ans, obèses, diabétiques, hypertendues. Et il faut savoir, et ça c'est quand on analyse l'étude, qu'il fallait ne pas avoir de troubles, de symptômes, parce que sinon on aurait levé le double aveugle. C'est-à-dire que imaginez que vous avez des femmes qui ont des problèmes et à qui on va dire tiens je vais vous donner ça et qui tout de suite elles se disent oh là là en 3 semaines à moi j'avais plus de problème. Donc vous levez ce qu'on appelle le double aveugle. Il y en a qui vont avoir quelque chose et d'autres qui vont continuer à avoir mal. Donc il fallait que ces femmes de 63 ans en moyenne n'aient aucun symptôme. Alors qu'on est ménopausé, en général, vers 52 ans, je dis pas de bêtises. Exactement, c'est entre 45 et 55. Oui, donc ça faisait déjà plus de 10 ans, effectivement, les cobayes avaient plus de 10 ans de ménopause derrière. Et donc les Américains, ils avaient quand même une tranche de personnes qui étaient entre 50 et 59 ans. Et ceux-là, ils se sont dit, mais c'est drôle, ces femmes-là, même avec les mauvais médicaments, elles vont bien. Même avec les mauvais médicaments, tout disparaît, il n'y a pas d'effet secondaire, on diminue même toutes les pathologies et on n'augmente pas le risque du cancer du sein, on les protège contre les risques cardiovasculaires. Et donc, c'est ce qu'on a appelé la fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire qu'avant, on donnait des traitements à des femmes pour la première fois à 70 ans. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait les donner dans les 10 ans qui suivent le début de la ménopause ou avant 60 ans. Alors, pour moi, ça, c'est bien. Ça, c'est ce qui serait le mieux. Mais qu'est-ce que je fais devant une femme qui a 63, 64 ans, qui toute sa vie a fait des efforts, mange bien, ne fume pas, ne boit pas, fait de l'activité physique et qui vient me voir au cabinet en me disant docteur Mouly, je sais, il y a une fenêtre d'intervention, j'ai 64 ans. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que je vais la laisser souffrir? Est-ce que je vais la laisser sur le quai de gare? Non. Alors je lui fais un bilan, je regarde ce qu'il en est et le risque, il est cardiovasculaire, vraiment cardiovasculaire. Et je dis toujours, c'est un donnant-donnant. Madame, je vais peut-être vous donner un traitement hormonal, nous allons le surveiller, mais vous, de votre côté, il faut faire des efforts. On n'a pas rien sans rien. Mais ce rien sans rien, c'est pour elles un changement dans leur vie, c'est magique. Bah oui, alors ça, je le comprends d'autant mieux des 4 mois d'enfer que je viens de vivre. Donc en plus, je peux argumenter. Ah oui, mais quand je dis un enfer, mon amoureux, il me disait, mais c'était insupportable. C'était non, j'en pouvais plus. 60% des gens atteints d'Alzheimer sont des femmes. Quand on sait le peu de pourcentage qui prennent de THM, ça laisse dubitatif. Exactement. Et comme vous l'avez dû le lire dans mon livre, parce que j'ai l'impression que vous avez lu tellement de marques en bleu que vous le connaissez par cœur. Oui. Que, effectivement, on le savait, puisque une de mes premières expériences de traitement hormonal il y a 30 ans, c'était une femme qui présentait des troubles, on va dire, cognitifs et des troubles de l'humeur. Et quand j'ai fait les recherches, on voyait que les œstrogènes déjà avaient une importance. Et c'était d'ailleurs Charles-Louis Gardan qui avait montré ça et des études. Et là, des études encore plus récentes, et là elles sont très récentes puisqu'elles sont de 2023. Et c'est même des études américaines qui sont de ce qu'on appelle la Mayo Clinic et qui disent que quand on traite précocement une femme, c'est-à-dire même dans la période de préménopause, c'est-à-dire avant la ménopause, dès qu'elle trompe les signes, on réduit de façon significative la survenue de la maladie d'Alzheimer. On a montré et on a mis en évidence une réduction au bout de 20 ans. C'est-à-dire qu'on va protéger, il faut savoir, comme je vous l'explique, que vos neurones, nos neurones, alors nous, on a plus la testostérone, les hommes, les femmes ont les œstrogènes. Et les neurones, c'est des fils électriques, c'est un élément métallique autouré d'une gaine en plastique. Et bien, quand vous n'avez plus les œstrogènes, votre corps va manger
parce qu'il a besoin des corps gras, cette gaine, et donc les nerfs vont être à vif. Et donc, il va se présenter des dépôts, qu'on dit des dépôts amyloïdes, des dépôts dus à la maladie d'Alzheimer et qui vont encrasser le cerveau. Donc voilà, donc on a toute une nécessité, et comme vous l'avez dû le lire aussi dans le livre, des psychiatres donnent trop souvent des antidépresseurs en préménopause, alors que c'est la préménopause, c'est la décroissance des œstrogènes, et on donne des antidépresseurs alors qu'il faut donner dans 80 à 90% des cas des œstrogènes. Alors j'ai une femme, je lirai son message hier qui m'a, on peut pas tous les lire, hein, donc on en a choisi 3 avec Alex, qui est sous antidépresseur. Voilà, on lui a pas donné de traitement hormonal. Ouais, mais enfin bon. Pour s'en sevrer après, c'est très difficile. Mais bien sûr. Et puis, enfin bon, tous les gens qui sont sous antidépresseurs sont quand même un peu. Enfin, moi je le vois, quelqu'un qui est sous antidépresseur, il a un comportement quand même assez qui fluctue, je trouve. C'est alors que la solution pour elle, enfin après je suis pas médecin et comme hier on me posait des questions, je dis attendez, moi je n'ai pas fait médecine, je dis ce que je sais, je vous relate ce que j'ai lu dans le livre, ce que je vis, mais après à voir avec votre médecin. Mais il y en a qui sont hier qui me disaient mais comment on fait puisque moi on ne veut pas me le prescrire. Bon alors ça d'ailleurs je vous poserai la question. Ce qui est très important parce que cette Bible ne souffrez plus en silence. J'ai fait une émission sur Sud Radio que je vais citer avec David Arthur et qui a dit à la fin ce livre devrait être remboursé par la sécurité. Mais alors vous savez que c'est marrant parce que j'ai dit la même chose. J'ai dit la même chose et dit c'est vrai que mais franchement c'est donc alors on n'a rien sans rien, vous venez de le dire, je rebondis là-dessus. Évidemment qu'à la ménopause, on doit changer son hygiène alimentaire. Et bien entendu. Alors les femmes disent oui, mais je mange pareil. Mais oui, mais tu n'es pas à 30 comme tu étais à 40, comme tu es à 50, etc. Ça, c'est le cycle normal de la vie. Donc ça, et alors moi, sans le savoir, en fait, je faisais comment on appelle ça, la micro... Oui, mais sans le savoir. Parce qu'effectivement, le matin, je mange un sandwich avec du gras, du jambon, du fromage, des œufs, voilà, parce que je faisais de l'hypoglycémie. Le jour où j'ai arrêté de manger du beurre et de la confiture, je n'ai plus jamais eu de crise d'hypo. Et puis j'avais une intolérance au gluten, donc déjà d'arrêter le gluten, j'ai dégonflé. Et c'est vrai que, en plus je suis une grosse mangeuse, c'est vrai, je dis aux femmes, oui, effectivement, il faut faire 2 fois plus de choses, il faut manger différemment, mieux. Moi, j'ai toujours été, même quand j'étais mannequin, anti-régime. Bon, j'avais de la chance, je grossissais pas. Et si je devais perdre du poids, j'arrivais à le perdre en une semaine. Mais j'ai toujours été anti-régime parce que je dis, il faut apprendre à bien se nourrir. C'est horrible les gens qui font des régimes. Ils grossissent encore plus. Alors ils sont là, ils sont contents. Et c'est un sacrifice énorme. Ils souffrent et après, bingo, ils reprennent encore plus. Donc je dis, apprenez à être en conscience, à prendre du plaisir à manger ce que vous consommez et apprendre à se nourrir différemment. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et le sport. Vous avez dit des mots que d'abord je n'avais essayé de ne plus entendre. Le mot ménopause, on va essayer de l'enlever de ce discours qu'on a, parce que la ménopause, arrêt des règles, ça catégorise, ça stigmatise la femme, et on emploiera probablement plus tard un autre terme qu'on est en train d'essayer de... Je donnerai bientôt. Oui, j'attends avec impatience. Promis, je vous ai promis, je vous le donnerai. Okay. Ensuite, il y a le mot régime, et vous avez tout à fait raison, c'est du bon sens, et le bon sens de savoir s'alimenter. Le mot régime, c'est un mot qu'on devrait éliminer aussi. Quand j'entends régime machin, non, on doit avoir une alimentation qui est optimisée, et c'est pour ça dont vous parliez tout à l'heure, le fait d'apprendre aux enfants à l'école le rythme alimentaire, ce qu'on appelle le rythme circadien, c'est-à-dire qu'on a dans notre corps des enzymes, des hormones qui sont fabriquées à tel et tel moment. Donc, si vous donnez tel produit à tel moment alors qu'il fallait le donner le soir, c'est pas bon. Donc ça, c'est ne serait-ce que de leur apprendre. Et en plus, eux, par contre, ils vont transmettre à leurs parents. Oui. Ils vont leur dire, mais attends, tu nous fais manger ça et c'est pas bon. Donc, vous voyez cette éducation qu'on a à faire. Ouais. Alors, ça peut venir bien sûr des parents ou des grands-parents, mais il y a cette transmission. Et c'est pour ça que je voulais, et j'aimerais qu'on fasse ce collège et ce qu'on appelle le parcours de santé humaine à l'école. Et il faut être dans le bon sens et pas dans la privation.
Vous avez dû dire que moi, il y a des moments où il faut savoir faire attention, il faut savoir aussi se faire plaisir. Tout à fait. Il faut écouter son corps. Et quand vous dites la ménopause, c'est pas la ménopause qui provoque la prise de poids. C'est cette variation hormonale qui va venir progressivement, qui commence vers 44, 45 ans, qui est due au fait que le métabolisme de base des femmes et pas des hommes, parce que nous, c'est plus décalé, eh bien, ce métabolisme, il brûle moins. Donc, si vous restez toujours avec la même assiette sans même faire d'activité physique un peu plus, eh bien, vous allez grossir et vous allez grossir vers le haut. Vous allez prendre du gras. Et c'est pour ça qu'on dit que la femme se transforme d'une poire, excusez-moi le terme, en pomme, pour voir l'image, vous voyez. Oui, oui, mais c'est une image qui est réelle. Donc je ne suis pas contre les formes. Il faut le savoir. Hein. Alors, par contre, il faut prendre énormément de vitamines. Alors, évidemment, faire du sport. Bon, moi, j'ai toujours fait du sport, donc pour moi, c'est une évidence. Consommer du calcium, de la vitamine D, la vitamine K. J'avoue ne jamais en avoir entendu parler. Tu connais, Alexandre? Pas du tout. Jamais entendu parler. Vitamine D, oui. La vitamine K2, c'est notamment la K2. Qu'est-ce donc? C'est une vitamine qu'on retrouve bien sûr dans les laitages, dans d'autres produits qu'on a probablement, quand on a une alimentation équilibrée, on la retrouve. Mais pour permettre une meilleure absorption du calcium, ce n'est pas une meilleure absorption, c'est pour que le calcium dans votre corps ne soit pas fixé dans les artères, mais qu'il aille se fixer au niveau des os. Donc on dévie la fixation du calcium des artères vers les os. Et ce calcium qu'il faut bien sûr apporter par l'alimentation, mieux que par les médicaments, sous l'effet de la vitamine K2 et sous l'effet de la vitamine D, va aller se fixer sur les os et non sur les artères. Donc on le retrouve dans quoi, le on est K2? en train maintenant de plus en plus de parler de l'association parce qu'on est en déficit alimentaire, on est en déséquilibre alimentaire, d'associer la vitamine D à la vitamine K2. On va avoir des petites ampoules, des petits comprimés qu'on met sous la langue tous les soirs, et puis vous avez ce qu'il faut. Alors moi, je prends la vitamine D. J'ai un copain cardiologue à Biarritz, bientôt à la retraite, qui m'a dit, à ton âge, il faut prendre de la vitamine D. Donc je prends ce que je donnais à mes gosses quand ils étaient petits. Là. Je me mets 5 gouttes que je lèche le matin. Si vous pouvez le faire, franchement, tous les jours, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, les recommandations de la vitamine D, c'est de les prendre au moins une fois par mois, 50 000 unités, c'est ce qui serait le mieux. Voilà. Je le fais tous les jours. Oui. Elle agit sur l'os, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Et sur l'immunité. Donc, elle a de nombreuses fonctions. Ça, c'est les principales. Alors, vous avez parlé de consommer des oméga 3, donc on retrouve, je crois, dans les sardines à l'huile, entre autres, le maquereau, les choses comme ça. Oui. Magnésium, potassium. Oui. Parce qu'on acidifie, on peut donner ce qu'on appelle des sachets de carbonate de calcium, de magnésium et de potassium, parce que notre alimentation est plutôt acidifiante. Donc ça, c'est les choses qu'on pourrait, combler par l'alimentation ou par des sachets si on ne sait pas le faire. Mais je m'excuse, Joël, vous avez oublié un mot important, c'est les protéines. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Bah, moi, je suis une viandarde, alors c'est pas un souci pour moi. Vous citez la viande. Moi, quand je dis aux patientes, aux femmes, vous mangez des protéines, elles me disent, ah non, docteur, moi, la viande. J'ai dit, mais il n'y a pas que la viande. La viande. Ah oui. Vous avez les poissons, l'œuf. L'œuf est un élément extraordinaire, surtout l'œuf bio, qui contient les 8 acides aminés essentiels à la fabrication que le corps ne fabrique pas. Peu importe comment on le consomme, l'œuf. Quand même. Est-ce qu'il vaut mieux le manger dur, plat Manger. Alors, il y en a qui vont enlever le blanc du jaune, mais il faut savoir que l'œuf, ça, c'était une fake news, ne provoque pas le cholestérol. Ah oui, ça a été une fake news. C'est le foie qui va entraîner la fabrication de cholestérol. Donc, ça va tout dépendre de cet élément-là. Et c'est pour ça que j'espère, je souhaite que le foie soit épargné. C'est pour ça que les médicaments à l'américaine qu'on prenait par la bouche et qui passaient par le foie, bonjour pendant 40 ans. Bonjour le foie. Donc, notre crème ou nos patchs d'œstrogène sont les bienvenus pour le plus longtemps possible. Donc, épargner le foie et donc l'œuf, le poisson, le poisson le plus gras égale la viande la plus maigre. Mais vous pouvez manger de la viande rouge 2 fois par semaine, de la bonne viande rouge. Oui. Je sais que ça peut coûter cher, mais c'est quand même la santé coûte cher. Bien sûr. On est d'accord. Bon, alors, par contre, moi, les œufs, je suis une fille de pied noir. Hein. C'est les œufs avec la soubreçade.
Moi, je suis pas pied noir, mais je suis aussi d'Afrique du Nord et j'adore les œufs. Avec la soubresaade? Je suis pas sûr, non. Moi, il m'arrive souvent de gober les œufs. Mais Ah les oui, œufs de mon village varois quand je vais chez mes parents et que je sais qu'ils sont frais et je sais d'où ils viennent. Gober les œufs, oui, crus. C'est très bon. Oui, parce que toi aussi, tu auras l'andropause. Donc alors là, par contre, il y a un truc extraordinaire là que vous avez, parce que il est complet ce livre. L'erreur à ne pas faire, les femmes qui sont persuadées qu'elles se font du bien, les pauvres. Je dis les pauvres parce qu'en plus, c'est une torture pour certaines. La soupe le soir avec la salade. C'est comme si on buvait de l'eau salée, vous dites. Exactement. Et en plus d'apporter des sels minéraux et autres, enfin certains produits qui vont faire qu'on va mettre du gras sur les fesses, de la cellulite, et c'est de l'eau salée. Euh, vous savez, avant, on faisait des pot-au-feu pour manger les légumes. On fait des veloutés, on fait des légumes al dente ou à la vapeur. Oui. Pourquoi aller se mettre des soupes où vous avez... Je ne suis pas contre le jus de légumes, hein, par contre, attention. Oui, je l'ai lu ça. Vous êtes d'ailleurs plus pour le jus de légumes. Soir, on a l'impression de s'épargner, au contraire, on va gonfler. Ah ça, alors ça, vraiment, les bras m'en sont tombés. Comme quoi, on a beaucoup de fausses croyances. Alors, on va revenir sur les choses médicales. Alors oui, effectivement, moi, ce qui m'a vraiment abasourdi, c'est qu'après 75 ans, nous, les femmes, on n'a plus de dépistage du cancer. Et vous dites, 25% des cancers surviennent après 70 ans. On marche sur la tête. On marche largement sur la tête. Et ce que vous avez dû lire, c'est dans le passage de mon frère médecin généraliste qui s'étonne qu'on puisse autant négliger les femmes après cet âge. Elles sont à mettre à la poubelle, on s'occupe plus d'elles. Ça ne vaut pas le coup de traiter une femme pour, à 70 ans, de faire de la prévention. Enfin, à 75 ans, de faire de la prévention. Non, il faut continuer. Surtout qu'elles ont la potentialité de vivre bien et encore longtemps. C'est ça. C'est ça. Alors là, moi, je savais pas. Mais est-ce qu'une femme a le droit, si elle paye enfin, j'ai aucune idée combien coûte une mammo, pas remboursée, est-ce qu'elle a le droit, elle, d'aller demander une mammo sans être remboursée? Et c'est accessible au niveau prix, je sais pas. Non, vous avez des endroits où la mammographie est ce qu'on appelle en secteur 1 ou très faible dépassement, ou secteur 1 ou avec un faible dépassement. Vous avez une mutuelle et elle vous prendra en charge au moins une mammo-écho tous les 2 ans, bien sûr. D'accord. Vous voulez rendre la densitométrie osseuse obligatoire à 50 ans? Alors, je ne suis pas le seul. C'est moi, des je trouve études ça bien. internationales, Ouais. c'est les analyses que j'ai faites, c'est notamment aussi, vous savez, je suis allé à Toulouse, il y avait le professeur Ribot, un des grands spécialistes de l'ostéoporose et des maladies endocriniennes de l'os, dont le service a été repris par, comment elle s'appelle, Florence Trémolière, qui est une des grandes spécialistes, et d'ailleurs qui va être mandatée par Monsieur Macron pour la commission parlementaire. Et j'ai appris à Toulouse, il y a à peu près plus d'une vingtaine d'années, et j'étais formé par l'équipe de Toulouse. Alors merci Toulouse. Ah, notre ville rose, hein, Alex, avec ton bel accent. Des très bons séjours, oui. Et on sait que la densitométrie osseuse qu'on néglige, qui vaut 36,92 €, ça c'est le tarif convention, et qui peut être, qui va nous renseigne d'abord, sur le risque sur le risque osseux, de savoir si vous avez une ostéoporose ou pas, quelle est votre potentialité, sur le risque cognitif, sur le risque cardiovasculaire, et aussi c'est un marqueur du cancer du sein. Ça a été démontré. Ah, Et donc, un avec marqueur du cancer du ce sein. simple examen qui est non invasif, qui est simplement des ultrasons, c'est-à-dire vous ne prenez pas de rayons, vous allez être renseigné sur tous ces éléments-là et savoir comment vous allez pouvoir avoir votre feuille de route pour les 30-35 ans à venir et savoir comment démarrer. Donc, un examen simple qui permet de vous renseigner sur ces 4 éléments, je ne comprends pas qu'on ne le fasse pas. Oui, moi, on me l'a prescrit il y a quelques mois. C'est mon généraliste, quand je lui ai évoqué le fait d'arrêter mon THM, et sous la pression de ma gynéco, et qui m'a dit, mais vous pouvez l'arrêter. J'ai dit oui, mais on m'a dit que si je l'arrête, je peux pas le reprendre. Il m'a dit archi faux. Et c'est lui qui m'a prescrit une dent, je sais pas le dire, en plus je suis dyslexique. Voilà, merci docteur. Donc voilà, après, donc il faut remettre l'église au centre du village. Nous avons d'ailleurs la même expression tous les deux. Tu te rappelles, j'avais eu cette expression lors d'une chronique radio. Le THM, traitement hormonal ménopause, je précise parce qu'il y a des tas de femmes qui savent pas ce que c'est.
ne provoque pas le cancer du sein. Et comme j'ai dit hier, Dr Mouly, gynécologue, cancérologue, chirurgien, ne veut pas que toutes les femmes de France finissent avec un cancer. À un moment donné, pour moi, votre bouquin, c'est du bon sens. Tout votre cheminement, pour moi, c'est juste du bon sens. Et je suis une novice totale. Donc vraiment, on devrait le donner à toutes les femmes, ce livre, le distribuer gratuitement, en disant lisez-le au cas où. Voilà, je suis abasourdie. La grande frayeur des femmes, quand on nous parle de traitement hormonal, c'est le risque de cancer du sein, puisque depuis 20 ans, on leur a fait peur de cela. Oui. Sein et après maladie cardiovasculaire. Quand j'ai commencé la cancérologie il y a plus d'une trentaine d'années, on traitait les métastases, c'est-à-dire les maladies du sein évoluées par des fortes doses d'œstrogènes. Vous vous rendez compte? Le traitement hormonal de la ménopause ne provoque pas le cancer du sein. Il va le révéler plus tôt. Il va l'adoucir. Et on sait qu'une femme qui fera son cancer du sein, qui a un cancer du sein, le fera quand même. Et on peut même parfois le dépister plus tôt parce qu'il va le révéler plus tôt et parfois même le révéler avant que ça soit un cancer parce que les femmes sont surveillées. Donc de ce fait, ces femmes surveillées qui vont peut-être faire un cancer du sein, j'ai bien dit peut-être, elles auront un cancer de petite taille, avec moins d'atteinte ganglionnaire. Alors là, c'est le cancérologue qui parle, moins de métastases et surtout, une réduction de la mortalité de 50% par rapport à une femme qui ne prend rien. Quand on sait, et je le répète à chaque fois, qu'il y a 11 à 12 000 décès de cancer du sein par an en France, si on pouvait réduire d'au moins 30 ou 40%, peut-être pas les 50%, mais on serait très heureux. Ce qu'on oubliait de dire le jour où on a dit que ça provoquait le cancer du sein avec les hormones américaines, et pas française, c'est qu'en tournant la page, il y avait marqué réduction d'autant du cancer colorectal, de l'œsophage, de l'estomac et du pancréas. Ah oui. Eh oui. Donc vous voyez, et vous le savez, puisque vous avez lu mon livre, vous avez une femme sur 3 qui va mourir d'une maladie cardiovasculaire, ce qui fait à peu près 200 décès par jour. On va rester comme ça. C'est incroyable. Vous l'avez cité dès le départ, va avoir une fracture d'origine ostéoporotique à partir de 50 ans. Le diabète de type 2, la dépression, les insomnies, les troubles cognitifs. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait ce que vous expliquez très bien, c'est que pendant ce temps, il y a des laboratoires qui se gavent puisqu'on soigne les femmes pour tous ces maux au lieu de donner un médicament. Donc c'est sûr qu'il y a peut-être aussi, comment dirais-je, un problème de laboratoire, d'argent, voilà. Vous savez que tous les médicaments que les laboratoires vous donnent pour les conséquences de la non-prise du traitement, c'est des médicaments qui vont passer par la bouche, le foie, avec des complications, des effets secondaires. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors que le traitement hormonal, et ça on me l'a posé plusieurs fois, est-ce que le traitement hormonal de la ménopause a des complications? Je dis, est-ce que vous donnez de l'aspirine à quelqu'un qui a un ulcère? Non. Donc vous faites un bilan, vous vérifiez que vous pouvez donner le traitement et à peu près 80% des femmes peuvent avoir un traitement. Et vous avez vu tout à l'heure, on en a parlé, qu'une femme qui a eu un cancer du sein, il faut savoir que 70%, plus de 70% des cancers du sein surviennent après 50 ans. Et 60% sont en théorie de très bons pronostics. On va priver ces femmes de traitement hormonal et des risques de ne pas le prendre. Alors, je vais, si vous permettez, lire quelques questions. J'en ai sélectionné 3, parce qu'on ne peut pas... Alors, je n'ai pas pu écouter votre live, c'était hier. J'avais une question pour le docteur Mouly. J'ai rendez-vous avec lui en mars 2025. J'habite dans le sud de la France, donc vous voyez... J'aimerais savoir si je peux... Oui, ça c'était suite aux vidéos que j'ai faites en parlant de votre bouquin. Du coup, il y en a qui ont vraiment voulu... J'aimerais savoir si je peux, en attendant ce rendez-vous, prendre des compléments alimentaires type Huma, Harmonie Daily, qui comportent des phytohormones. Tous les autres compléments ne fonctionnent pas. Je me présente, j'ai 54 ans. Depuis un peu plus de 2 ans, je souffre énormément des effets de la préménopause. Je pense être en périménopause, bouffée de chaleur, quelquefois plus de 20 fois par jour, sueur nocturne et petite prise de poids, mais mon corps a beaucoup changé.
douleur. Alors, douleur. Joël, vous avez vu les confusions des termes préménopause, Oui, périménopause, oui, on ménopause, en et a ça, parlé. les Oui, femmes ne savent pas dans quel état elles sont, elles ne savent pas comment être prises en charge. Si le conseil que j'avais à c'est donner ça. à cette femme, c'est déjà d'au moins de demander à son médecin traitant de lui faire un bilan, à la fois mammographie, densitométrie osseuse, et un bilan à la fois cholestérol et diabétique. Et puis de l'examiner gentiment, de voir les troubles, d'être bienveillant avec elle et de savoir de quoi elle souffre, quelles sont ses souffrances qu'elle ne peut pas exprimer, et puis lui apporter peut-être le livre. Parce que j'ai des patientes qui apportent maintenant les livres. Il y en a une qui m'a posé la question il y a peu de temps, docteur, est-ce que j'ai le droit de prendre un traitement de la ménopause avec un déficit en facteur de telle chose en coagulation? Je lui ai dit, mais bien sûr, madame, on le sait depuis des études qui ont été faites depuis 2004. Donc, je lui ai donné la référence. Elle est allée voir son médecin traitant. Il a été regarder la référence. Il a dit, bon, d'accord, je vous donne un traitement. Donc, D'accord. c'est un peu une Bible à la fois pour les patients d'être informés et aussi une Bible pour certains médecins qui, malheureusement, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas été informés. C'est ça. Alors, c'est vrai que chercher l'information pour tout, ce n'est pas possible. Quand vous voyez que la ménopause, effectivement, c'est une partie de la vie d'une femme, mais il y a tellement d'autres pathologies. Mais voilà, c'est quand même 60% des consultations les femmes et que 100% des femmes sont ménopausées. Alors, bon, morale en dents de scie, susceptibilité, donc c'est toujours la même personne, Miss Chrono. On peut la citer, il n'y a pas de souci, puisque c'est pas son nom. J'ai toujours fait attention à mon alimentation, je fais du sport. Pourquoi cette question? Parce que j'ai eu 2 cancers hormonodépendants, carcinome infiltrant tubuleux de bas grade, sans gène BRCA1/2. Et depuis un an et demi, j'ai un cancer du sang de type lymphome B. De bas de grade également. Je viens d'attraper de l'immunothérapie, d'attaquer, pardon. Je me demande donc si je peux prendre ces fameux compléments pour me soulager de tous ces symptômes. Je n'en peux plus. Un grand merci à vous. Vous permettez à de nombreuses femmes d'entrevoir un espoir grâce à vos postes. Enfin bon, ça s'adresse à moi, donc c'était gentil, et à vous, bien sûr. C'est incompréhensible de nous laisser vivre ça. Alors, cette patiente n'est pas génétiquement programmée, elle a peut-être un cancer autre que génétique, puisqu'il n'est pas BRCA1/2, comme vous le dites, c'est-à-dire la forme génétique qui se transmet. Et donc, elle a un cancer du sein et un lymphome. Le lymphome n'a rien à voir avec l'hormonothérapie et une éventuelle contre-indication. Il faut savoir qu'on a actuellement, depuis le Covid, une augmentation, mais vraiment un peu vertigineuse, des lymphomes, des maladies du sang et des Ah maladies bon? cardiovasculaires. D'accord. Je ne veux pas entrer dans la discussion, Oui, elle oui. sera C'est un autre. tard développée. Et par contre, le cancer du sein qu'elle a eu, s'il était de bons pronostics, il faut revoir avec l'oncologue pour savoir si elle peut ou pas prendre un traitement hormonal. Il faut savoir que même pour la radiothérapie des cancers du sein de bon pronostic, elle ne sera plus systématique. On est dans une désescalade de la thérapeutique. Vous voyez? Donc, c'est une question qu'il faut poser et faire la balance bénéfice-risque entre si je ne prends pas de traitement, qu'est-ce qui va se passer? Si j'en prends un, qu'est-ce qui se passe? Elle a rendez-vous avec vous en 2025. Hein. Elle a rendez-vous avec vous en 2025. Elle vient du sud de la France. Je lui ai déjà, je crois, répondu sur votre Insta et je lui ai dit qu'elle devrait déjà faire les examens, voir où elle en est pour ne pas perdre de temps. Et s'il y avait vraiment urgence, on arriverait à lui trouver une place. Ah, super. Alors après, j'ai Anne-Laure qui demande « Remercie pour le live de ce soir. Une question pour le docteur Mouly. Donc, je prends le THM depuis 1 mois. Je pense le poursuivre. Y aurait-il moins de risques de cancer du fait que je n'ai jamais pris de contraception sur quasi 7 ans de traitement, protocole PMA entre 30 et 40 ans. La question que je me pose, car avec ce traitement, nous n'aurions pas plus de chances de choper le cancer, mais du fait que jamais eu de contraception, peut-être encore moins de risques ou plus. Question, une réponse précision pourrait-elle possible? Je tente ce message. Anne-Laure. Contraception, la bonne contraception n'augmente pas de façon significative le risque de cancer du sein. Il faut arrêter avec cette fake news. Deuxièmement, les stimulations pour les FIV vont entraîner au niveau des ovaires des modifications et des cicatrisations qui sont parfois imparfaites. Okay. Et depuis plus de 30 ans, on sait, moi j'ai su à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif qu'il fallait faire attention aux ovaires de ces femmes. Et donc parfois, même si elle n'a pas pris de contraception, nous à l'époque, à Villejuif, une femme qui avait eu des FIV, on les mettait sous pilule pour bloquer les phénomènes d'ovulation pour éviter des cicatrisations. Donc vous voyez que ce n'est pas sur le sein qu'elle doit faire attention, c'est sur les ovaires.
Et maintenant, si il faut faire un point, un bilan, et le fait de prendre le traitement hormonal sous surveillance des ovaires, surtout, vous voyez, j'insiste beaucoup sur les ovaires, eh bien, elle pourra le prendre ad vitam aeternam. Hein. D'accord. Nadège, je suis en train de regarder votre live. Franchement, j'ai presque hâte de cette préménopause se termine afin d'être enfin... Oh, elle a dû se tromper de mot. Le plus difficile pour moi sont les sueurs nocturnes. C'est horrible. Mes nuits sont si perturbées que je suis épuisée et traitée par antidépresseurs. Je me retrouve tellement dans ce live et je pense tellement à ma mère, à ma grand-mère, qui ont très mal vieilli et symbolisent tant ce manque d'engagement et ce manque d'information. Heureusement que nous arrivons dans une génération qui ne veut plus se contenter de «c'est comme ça, faut attendre, ça finira par passer». Je viens de vous découvrir et je commenterai avec plaisir. Alors, vous avez compris que cette pauvre femme qui souffre, on ne l'a pas écoutée, on lui a donné des antidépresseurs. C'est ça. Et vous en parlez dans votre livre, hein, vous le dites, ça. Hein. Tellement plus facile de balancer des antidépresseurs que de donner un THM en faisant une batterie d'examen pour évidemment... Voilà. Tout à fait. Et donc, on ne lui donne pas le bon traitement. Et ça, c'est dans 80-90% des cas. On l'a encore mis dans une case préménopause. Donc, madame, vous avez vos règles. On ne vous traite pas. Il faut 1 an sans règles. Ça, c'est encore un truc qui est un peu, moi, je trouve désuet et qui n'est pas à l'écoute des femmes et qui n'est pas à la réponse des études qu'on a maintenant. C'est-à-dire qu'on dit maintenant, une femme, même si elle a ses règles et qu'elle est en préménopause, qu'elle présente des troubles, ne laissons pas les troubles s'installer. Donc, c'est vraiment un manque d'attention, je trouve, un manque de prise en charge. Et on est médecin, on est là pour la santé des gens sans leur faire de troubles. Attention, en diminuant les risques. Vous avez bien dit tout à l'heure, Joé, que je ne suis pas là pour provoquer des cancers. Je suis cancérologue. Ben oui. Je ne suis pas là pour leur donner des maladies cardiovasculaires. Vous êtes père, mari, grand-père, oncle, enfin, vous êtes un homme, vous ne voulez pas tuer la planète. Donc, toutes ces fake news, voilà. Et elle dit un truc très juste que c'est assez drôle parce qu'elle a évoqué ça et je voulais vous dire la même chose. Elle dit il faudrait que nous arrivions à créer un répertoire des gynécologues par région qui ont la même optique que le docteur Mouly, afin que les femmes soient moins dans l'errance et la désinformation. Et oui, alors ça, ce serait quand même... J'avais pensé à... Joé, 13 départements en France n'ont pas de gynécologue, déjà. Ouais. En métropole, hein, quasiment. En France. Ouais. 93% des gynécologues médicaux ont plus de 60 ans. Donc vous imaginez, dans 4, 5, 6 ans, dans quel état vont être les consultations de gynécologie pour les patientes, vous avez dit 16 millions, je crois, dans un de vos... dans un de vos postes. Oui, 16 millions. On a entre 15 et 16 millions de femmes ménopausées et chaque année, 450 000 nouvelles femmes sont ménopausées, vous imaginez. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire pour elles? Donc c'est pour ça que, personnellement, je propose, mais ce n'est pas tellement bien accepté par certains, donc je vais être obligé peut-être de m'expatrier pour le faire, propose de faire aux sages-femmes la possibilité, je le dis dans mon livre, la formation. Vous savez, moi j'ai formé des chirurgiens. Je ne comprends pas que je ne peux pas former des sages-femmes à donner un traitement hormonal. On refera une émission peut-être en direct. En tout cas, merci 1000 fois. Docteur Mouly, vous êtes devenu... Mon mari va être jaloux, mon amoureux. Vous êtes devenu... Vous avez vu ma femme, hein? Bah oui, elle est magnifique, votre femme. Merci infiniment. Nous, en tout cas, on est avec vous. Il faut que les choses bougent. Il faut vraiment vous écouter. Vous êtes un homme, c'est extraordinaire de s'occuper de nous comme ça. Merci infiniment, docteur Mouly. C'est moi qui vous remercie, Joé, Alexandre. À bientôt. Combler mon déficit numérique et informatique. On vous embrasse. Je me permets de vous embrasser, d'embrasser votre femme. Merci, je ne manquerai pas. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouvons bien évidemment dès demain sur Radio Occitanie pour la matinale à partir de 7h. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Joé. Merci au docteur Alexandre. Mouly. Merci au docteur Mouly. Au revoir. Au revoir. Au revoir.